Les acteurs obéissent. Ils ne dirigent pas. La phrase tomba comme une balle dans une pièce trop silencieuse. Mais personne, absolument personne autour de cette table, ne comprit qu'à cet instant précis, une guerre venait de commencer. Et pire encore, que celui qu'il venait de rabaisser allait, en quittant cette salle, redéfinir les règles d'Hollywood. Février 1968. Warner Brothers. Une salle de réunion froide, presque clinique. La lumière blanche écrase les visages. L'air est lourd, tendu, chargé d'un pouvoir invisible. Clint Eastwood est assis, immobile. Trop immobile. Son regard est calme, mais derrière ce calme, quelque chose brûle lentement. En face de lui, Richard Brenner parle avec l'assurance d'un homme qui pense déjà avoir gagné. 20 ans dans le système. 20 ans à contrôler, décider, écraser les doutes des autres. Pour lui, Clint n'est qu'un actif, un produit rentable, rien de plus. Sur la table, un contrat glisse lentement. 400 000 $, une somme énorme, une tentation presque indécente, mais aussi une chaîne, invisible, et pourtant très réelle. C'est une excellente offre, dit Brenner avec un sourire calculé. Les deux vice-présidents à côté de lui hochent la tête mécaniquement, comme des marionnettes parfaitement dressées. Tout est déjà joué dans leur esprit. Clint doit accepter. Il va accepter. Il n'a pas le choix. Alors pourquoi ne bouge-t-il pas? Pourquoi ses doigts ne touchent-ils pas le contrat? Pourquoi son silence devient-il de plus en plus lourd? Puis il parle, calmement, trop calmement. Je veux réaliser. Le temps se fissure. Le silence devient brutal, presque violent. Brenner sourit, lentement, comme si ce qu'il venait d'entendre était ridicule. Clint, tu es un acteur, un très bon acteur, mais réaliser, c'est autre chose. Une phrase douce en surface, mais en dessous, du mépris pur. Clint ne détourne pas le regard. Dans son esprit, des images défilent. L'Europe, Sergio Leone, la liberté, et plateaux où la vision comptait plus que les règles. Il a vu ce que c'était, créer. Et maintenant, on veut le remettre dans une boîte. Il insiste. Contrôle créatif, casting, montage final. Chaque mot qu'il prononce est un pas de plus vers un point de non-retour. Brenner ne sourit plus. Ses doigts se crispent légèrement sur la table. Ce ne sont pas tes films. Cette fois, la voix est tranchante. Ce sont des films Warner Brothers dans lesquels tu joues, compris? Une ligne est tracée, brutalement. Clint la voit, et il comprend. Ce n'est pas une négociation, c'est une soumission. Brenner se penche légèrement en avant. Les acteurs arrivent à l'heure. Ils apprennent leurs répliques. Ils exécutent. Et ils font confiance à ceux qui savent. Une pause. Puis la phrase fatale. Celle qui ne peut pas être retirée. Les acteurs ne dirigent pas. Ils suivent les ordres. Cette fois, quelque chose change. Pas dans la pièce, dans Clint. Ce n'est pas de la colère, ce n'est même pas de la frustration. C'est pire. C'est une décision silencieuse, froide, définitive. Il ne se voit plus ici. Il ne se voit plus jamais ici. Son agent bouge légèrement. Il sent le danger, mais il est déjà trop tard. Clint reste silencieux quelques secondes. Trop longues, insupportables. Puis il se lève, lentement, sans un bruit. Et soudain, la pièce perd son contrôle. « Où vas-tu » La voix de Brenner n'est plus totalement stable. Pour la première fois, il n'est plus sûr. Clint ne se retourne pas tout de suite. Il regarde la porte. Cette porte qui, quelques secondes plus tôt, n'était qu'une sortie, et qui maintenant devient une frontière. S'il la franchit, tout change. Sa carrière, sa réputation, son futur, peut-être sa chute, peut-être sa légende. Il répond, sans émotion. C'est terminé. Le mot tombe comme un verdict. Brenner se lève brusquement. Assieds-toi, ne fais pas ça. Tu es en train de jeter ta carrière. Mais maintenant, il y a de la panique dans sa voix. Une fissure, petite,
mais réel. Clint se tourne enfin. Son regard est différent, plus froid, plus loin. Si je reste, c'est là que je la perds. Silence. Les deux vice-présidents ne bougent plus. L'air devient irrespirable. Brenner explose. Menace, pression, Hollywood entier contre lui. Plus de rôle, plus de respect, plus rien. Chaque mot est une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais Clint n'écoute déjà plus. Parce qu'au fond de lui, quelque chose s'est allumé. Une certitude dangereuse et impossible à arrêter. Il marche vers la porte. Chaque pas résonne. Chaque pas est un risque. Chaque pas est une rupture définitive. Si tu passes cette porte, Eastwood, ne reviens jamais. Dernière menace, dernière chance. Clint s'arrête, juste avant de sortir. Lentement, il se retourne. Et là, tout bascule. Merci. Brenner reste figé. Merci? Clint le regarde une dernière fois. Et cette fois, il y a presque un sourire. Pas de joie, pas de colère, juste la certitude. Tu viens de me libérer. Et il sort. La porte se ferme, sec, définitif. Dans la salle, personne ne parle. Mais quelque chose d'invisible vient de disparaître. Le contrôle. Et dehors, Clint Eastwood ne marche plus comme un acteur. Il marche comme un homme qui vient de brûler son ancien monde, sans savoir encore qu'il va en construire un autre, et qu'il sera 1000 fois plus grand. La porte venait à peine de se refermer que déjà, le silence dans la salle devenait insupportable. Mais dehors, dans le couloir froid de Warner Brothers, Clint Eastwood avançait sans ralentir. Pas une seule fois il ne se retourna. Et pourtant, derrière lui, quelque chose hurlait encore. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Quitter 400 000 $. Quitter un film presque garanti. Quitter le système le plus puissant du monde du cinéma. Était-ce du courage ou une erreur irréversible? Chaque pas résonnait comme un verdict. Mais à l'intérieur de lui, une autre voix murmurait, plus calme, plus dangereuse. Tu ne pouvais plus rester. 2 semaines. Seulement 2 semaines. C'est tout ce qu'il lui fallut pour faire quelque chose que presque personne à Hollywood n'osait imaginer. Il ne chercha pas un autre studio. Il ne demanda pas une seconde chance. Il ne négocia pas. Il créa. Son propre terrain, son propre système, son propre pouvoir. Le nom tomba comme une évidence sombre. Malpasso Productions. Inspiré d'un ruisseau à Carmel avec un panneau d'avertissement, mauvais passage. Ironique, presque provocateur. Parce que tout le monde disait la même chose. C'est une erreur. Il va se brûler. Il ne survivra pas sans un grand studio. Mais Clint ne voulait plus survivre. Il voulait contrôler. Et cette fois, personne ne lui dirait non. Le premier test arriva vite. Hang 'em High. Le même projet. Le même film que Warner voulait contrôler. Mais maintenant, les règles avaient changé. Clint ne demandait plus la permission. Il imposait les conditions. Production indépendante. Vision intacte. Liberté totale. Distribution assurée par United Artists. Un détail qui sonnait comme une gifle directe à Warner Brothers. Le tournage commença. Budget serré. Pression constante. Chaque décision comptait. Chaque erreur pouvait tout détruire. Et c'est là que le vrai combat commença. Pas contre un homme, pas contre un studio, contre le doute. Est-ce qu'il avait fait le bon choix? Est-ce qu'il était vraiment prêt? Les nuits étaient longues, trop longues. Mais sur le plateau, Clint était différent, plus précis, plus concentré, plus dangereux aussi. Il observait tout, le jeu des acteurs, les angles, l'énergie des scènes. Il apprenait, vite, très vite. Et surtout, il contrôlait. Personne ne lui disait quoi faire. Personne ne lui imposait une vision. C'était son film, son risque, son futur. Puis vint le moment de vérité, la sortie, le verdict final, le box-office.
Le film avait coûté 1,6 million de dollars. Une somme modeste pour Hollywood, mais suffisante pour tout perdre ou tout gagner. Les premières projections arrivèrent, les réactions aussi. Et soudain, quelque chose explosa. Le public répondit. Fort, très fort. Les chiffres montèrent, encore et encore, jusqu'à dépasser les 11 millions de dollars. Un succès, net, brutal, indiscutable. Mais ce n'était pas seulement l'argent, c'était pire que ça. C'était la preuve. Clint ne venait pas seulement de réussir, il venait de détruire un mythe. Celui qui disait qu'un acteur ne pouvait pas contrôler sa carrière. Celui qui disait qu'il devait obéir. Celui que Brenner avait défendu avec arrogance 2 semaines plus tôt. Et pendant que Hollywood commençait à murmurer son nom différemment, quelqu'un, dans un bureau à Warner Bros., comprenait lentement l'ampleur de son erreur. Richard Brenner. Au début, il ignora les chiffres, puis il les relut. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Impossible. Ce n'était pas censé arriver, pas comme ça, pas sans eux. Et pourtant, c'était réel. Clint n'était pas revenu. Il n'avait pas échoué. Il n'avait pas disparu. Il avait gagné. Et pire encore, il avait goûté au pouvoir. Et quelqu'un qui goûte à ce genre de liberté ne revient jamais en arrière. Mais Clint n'avait pas fini. Pas du tout. Parce que dans son esprit, une seule question tournait maintenant. Et si ce n'était que le début? Et c'était bien le début, mais pas celui qu'Hollywood espérait. Chaque succès de Clint Eastwood n'était plus seulement un film, c'était une attaque silencieuse contre tout un système. Après Hang 'Em High, il ne ralentit pas. Il accéléra, encore et encore. Coogan's Bluff, Where Eagles Dare, Two Mules for Sister Sarah. Chaque projet passait par Malpasso. Chaque décision lui appartenait. Et à chaque nouveau succès, une question revenait, de plus en plus forte dans les couloirs des studios. Comment est-ce possible? Parce que ce qui se passait n'aurait jamais dû arriver. Un acteur qui produit, qui contrôle, qui gagne. C'était contre les règles, contre la logique, contre l'ordre établi. Et pourtant, ça marchait. Mais Clint ne voulait plus seulement contrôler, il voulait créer, totalement. Alors en 1971, il franchit la ligne que Brenner avait juré impossible à franchir. Il réalisa son premier film, Play Misty for Me. Budget réduit, pression maximale, aucun filet de sécurité. S'il échouait, tout s'écroulait. Et cette fois, ce ne serait plus une erreur, ce serait une confirmation. Il n'aurait jamais dû essayer. Voilà ce que tout le monde attendait. Voilà ce que certains espéraient. Mais le film sortit, et le silence changea de camp. Succès, critique positive, tension psychologique saluée, style précis, efficace, dangereusement maîtrisé. Clint n'était pas juste un acteur qui essayait de diriger. Il était un réalisateur, réel, légitime, incontestable. Et quelque part, derrière un bureau, Richard Brenner regardait les résultats. Encore une fois. Et encore une fois, il devait avaler la même vérité insupportable. Il avait eu raison, sur rien. Mais Clint ne s'arrêta pas là. La même année, Dirty Harry explosa. Un film iconique, brut, puissant. Et cette fois, Warner Bros. Était de retour. Pas comme maître, comme partenaire. Parce qu'il n'avait plus le choix. Clint ne négociait plus. Il dictait. Les règles avaient changé. Définitivement. Et dans les années qui suivirent, la machine devint implacable. High Plains Drifter, The Outlaw Josie Wales, The Gauntlet, des films libres, risqués, personnels et surtout réussis. Chaque sortie était une preuve supplémentaire. Chaque succès était une gifle de plus pour ceux qui avaient douté. Puis vint 1978. Every Which Way But Loose. Plus de 100 millions de dollars, un triomphe massif, impossible à ignorer.
impossible à minimiser. À ce stade, ce n'était plus une réussite, c'était une domination. Et pendant que Clint construisait un empire, Brenner voyait le sien s'effondrer, lentement, puis brutalement. Les films qu'il soutenait échouaient. Les acteurs qu'il signait partaient. Son nom perdait du poids, sa voix, du pouvoir. Jusqu'au moment inévitable, 1979. Officiellement, une restructuration. En réalité, une chute, silencieuse, définitive. Richard Brenner quitta Warner Bros. Sans bruit, sans gloire. Mais avec une vérité qui le suivrait jusqu'à la fin. Il avait laissé partir l'homme qu'il aurait dû soutenir. Pendant ce temps, Clint avançait. Toujours. 1992. Unforgiven. Un western sombre, profond, presque violent dans son introspection. Le film explosa. Critique, public, et surtout, les Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur. Clint monta sur scène. Le monde entier regardait. Et à cet instant précis, quelque chose manqua. Aucun merci aux exécutifs. Aucun hommage au système. Parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Il avait tout construit lui-même. Brique par brique, film par film, décision après décision. Malpasso continua. Des dizaines de films, des décennies de liberté totale, plus de 20 réalisations, une influence immense, et surtout, un contrôle absolu. Tout ça à cause d'une seule décision. Une porte, une sortie, un nom. Des années plus tard, on lui demanda ce qu'il pensait de ce moment. Il répondit simplement « La meilleure décision de ma vie ». Simple, froid, définitif. Mais ceux qui étaient dans cette salle en 1968 racontent autre chose. Ils parlent du visage rouge de Brenner, de sa colère, de ses menaces, de sa certitude que Clint reviendrait. Et ils parlent surtout du silence qui suivit, année après année, quand Clint devint exactement ce qu'on lui avait interdit d'être. Réalisateur, producteur, légende. Aujourd'hui encore, cette salle existe. Et parfois, quand un jeune producteur devient trop arrogant, on lui raconte cette histoire. Pas comme un souvenir, comme un avertissement. Parce que ce jour-là, un homme a dit à un acteur de rester à sa place. Et cet acteur a quitté la pièce pour construire sa propre route. Et il ne s'est jamais retourné.